liberté d'expression aussi, mais à l'université. Oui, alors mon cas concerne plus précisément l'université, puisque j'ai été poursuivi par mon propre président. Et puis je dois dire aussi que le niveau de répression auquel j'ai été confronté ne se situe pas naturellement au même degré que ce qu'évoquait mon collègue à propos de la Turquie. Je pense cependant qu'il n'est pas inintéressant de lier les deux situations, parce que la logique qui est à l'œuvre dans les deux cas est malgré tout un petit peu la même. Donc je vais essayer de rappeler assez rapidement cette affaire, de manière à laisser tout de même un petit peu de temps pour le débat. Je n'entrerai donc pas dans le détail parce que c'est un peu tordu, je dirais volontiers un peu ubuesque ou kafkaïen. Mais le point de départ, c'était une visite de notre Premier ministre Manuel Valls à Marseille. Et à cette occasion-là, Manuel Valls devait rencontrer une délégation de l'Université d'Avignon. Et donc notre président nous a envoyé un message enthousiaste, se réjouissant du fait que nous ayons l'honneur de rencontrer ce grand personnage. Et sur la liste débat, donc une liste qui est ouverte à tous les enseignants de l'université et qui est destinée en principe à s'exprimer librement, j'ai répondu de la manière suivante. J'espère qu'en cette grande occasion, la délégation de l'UAPV, c'est notre université, comptera suffisamment de blancos et pas trop de basanés afin de ne pas donner une trop mauvaise image de marque de notre établissement. Et s'il faut vraiment serrer la main du chasseur de Rome, qui naguère prônait la livraison des résistants basques aux tortionnaires franquistes, il existe des anti-émétiques moins dangereux que le motilium. Donc il y avait une allusion aux propos qu'avait tenu Manuel Valls sur le marché d'Évry, lorsqu'il se plaignait très clairement du fait que l'absence de blancos ou le trop petit nombre de blancs donnait une mauvaise image de sa ville, une référence à sa politique xénophobe vis-à-vis des Roms, et un rappel de son attitude de 1982, peut-être un petit peu moins connue, lorsqu'il était encore à la Ligue des droits de l'homme, et qu'il avait quitté cette ligue parce qu'elle s'était opposée à l'extradition des militants franquistes, étant donné les traitements qui leur étaient réservés dans les prisons espagnoles. Anti-militants. Oui, les militants antifranquistes. Voilà donc le mail que j'avais envoyé. Et donc, peu de temps après, au mois de juillet, je suis convoqué par un officier de police judiciaire et j'apprends à cette occasion-là que je suis poursuivi parce que mon texte a été signalé par mon président d'université et j'apprends du même coup le chef d'inculpation pour lequel je suis poursuivi, provocation à la haine raciale. Donc j'étais perplexe vis-à-vis de cette accusation, dans la mesure où j'aurais pu comprendre à la rigueur que l'on me poursuive pour le délit d'outrage, puisque j'avais dit du mal de l'excellent Manuel Valls, mais plus difficilement que l'on m'accuse de provocation à la haine raciale, puisque l'objectif de mon message était évidemment de dénoncer la xénophobie de notre pouvoir. Donc je me suis rendu à cette convocation et j'ai donné des explications et je pensais que l'affaire en resterait là. Il n'en fut rien. J'ai reçu au mois de décembre une citation à comparaître, toujours pour le même chef d'inculpation. Et quelques jours plus tard, j'ai finalement reçu le dossier et donc j'ai eu connaissance au début du mois de janvier de la lettre de dénonciation de mon président d'université. Parce que le président de l'université avait dénoncé, mais dénoncé par derrière, bien entendu. Il ne m'avait pas du tout informé de sa démarche, il ne m'avait ni convoqué pour me dire que mon message lui avait déplu, ni prévenu qu'il avait écrit au procureur de la République, mais aussi par la même occasion au recteur, au préfet de région, au préfet de Vaucluse, à tout le gratin de notre pays. Donc, je suis cité à comparaître et finalement le procès a lieu, il a lieu au mois de janvier et à l'occasion du procès, le procureur maintient absolument son point de vue, donc interprétant au pied de la lettre la première partie de mon message et je
fait une nouvelle découverte, puisque je me rends compte que mon université décide finalement de se porter partie civile contre moi, alors que le nouveau président, le successeur donc de celui qui avait fait le signalement et qui entre-temps avait été nommé recteur, le nouveau président avait dit que l'université n'était pas concernée par cette affaire, que c'était une affaire strictement personnelle de M. Mésadri, et que par conséquent elle ne participerait pas au procès. Contrairement donc à cet engagement du président, l'avocat de l'université est présent, et il est particulièrement virulent, puisqu'il va jusqu'à me taxer de l'eupénisme universitaire. Donc il s'engage très clairement dans le sens qui avait été choisi par le procureur, de la provocation à la haine raciale. Malgré tout, le tribunal décide de me relaxer et le procureur ne fait pas appel. Cela grâce, je pense, à l'importance des manifestations de soutien qui ont permis de contrer cette tentative de répression par le biais de la justice. En effet, et j'en viens donc à la deuxième question de Pinard, cette mise en cause, cette inculpation a provoqué un certain nombre de réactions auxquelles j'ai un petit peu participé parce que comme je disposais de cette liste qui nous permet de nous exprimer librement, j'en ai profité pour envoyer une invitation à mes collègues pour venir assister au procès qui m'était intenté par le biais de ma propre université. Et j'ai diffusé également cette invitation sur une liste de discussions qui existe depuis le mouvement de lutte contre la loi Pécresse, qui s'appelle Préparation CNU, Préparation Coordination, une liste donc de la coordination des universités. À partir de là, un petit groupe informel s'est constitué, qui a élaboré un comité de soutien et qui a lancé pour me défendre une pétition au niveau national, et une pétition qui a relativement bien marché, puisque au total, au moment du procès, nous sommes arrivés à 11 000 signatures environ, ce qui, pour une question de ce type-là, est un nombre très important. Ça, c'est la réaction qui s'est produite au niveau des milieux universitaires. Beaucoup d'universitaires ont signé. Au niveau national. Et au niveau national. Mais sur Avignon, la réaction a été, disons, beaucoup plus réservée. J'ai reçu quelques messages de soutien de quelques collègues, de quelques étudiants, puis tout de même, des signatures en sont venues à s'ajouter à la pétition lorsque celle-ci a commencé à compter 5 ou 6 000 signataires. Les noms avignonnais ont commencé à se rajouter, pas toujours les noms quand même, parce qu'il était possible de signer la pétition de façon anonyme, et les avignonnais se sont volontiers manifestés de façon anonyme. Du coup, ce mouvement, disons, ce mouvement général, a même incité l'intersyndicale de l'Université d'Avignon à me soutenir par un message du 18 janvier, donc environ un mois après le début du caractère public, un mois après que l'affaire ait eu pris un caractère public. Donc, un soutien tardif, mais un soutien sans ambiguïté malgré tout, l'intersyndicale prenant nettement parti contre le procès qui m'était intenté. Néanmoins, on peut constater que de ce point de vue-là, après le procès et après la relaxe, il n'y a eu absolument aucun suivi, je dirais même bien au contraire, et je voudrais tout de même citer un extrait d'un récent procès-verbal du conseil d'administration qui fait allusion donc à mon jugement et qui évoque une proposition des syndicats que vous trouverez peut-être comme moi singulière. Je lis donc ce texte qui est un texte officiel. Le président précise enfin à ce propos, donc dans le prolongement de la question du procès, que l'intersyndicale a proposé l'idée que l'établissement travaille à protéger les personnels qui ne semblent pas toujours maîtres de leur écrit, en mettant en place un petit groupe de régulation de la liste expression. Le président a proposé à l'intersyndicale d'assumer cette charge-là, mais elle a refusé, puisque l'intersyndicale est déjà modératrice de la liste vie syndicale. Une réflexion est en cours pour trouver un groupe de personnel enseignant et diatos
en charge simplement de vérifier que tous les écrits postés sur cette liste ne portent pas atteinte à la dignité et au respect de la personne. Donc ne disent pas de mal de Manuel Valls, vous aurez bien compris ce qui est en jeu. Donc je pense que cette citation est très intéressante parce qu'elle montre malgré tout le résultat de l'opération. Au total, l'université engage un procès qu'elle perd. Je suis relaxé, il est établi que j'avais parfaitement le droit de dire que la politique de Manuel Valls me faisait vomir. Ce dont nous sommes, je pense, tous d'accord. Mais, malgré tout, l'université réussit à récupérer l'affaire pour faire intervenir des censeurs sur une liste qui, jusqu'à présent, fonctionnait librement. Résultat, et l'intersyndicale non seulement participe, mais si les propos du président sont exacts, c'est l'intersyndicale qui l'a proposé. Qui a suggéré donc qu'on protège les gens qui maîtrisent mal leurs paroles, qui écrivent ce genre de choses, et qui, bien entendu, n'appartiennent pas aux syndicats. C'est pas sur les listes syndicales que l'on trouve ce type de propos. Les listes syndicales sont beaucoup plus modérées. Elles se contentent en général sur Avignon de répercuter les décisions nationales. Donc, voilà. Pour conclure donc sur cet aspect et laisser tout de même un peu de temps au débat, mon avis à propos des réactions à cette affaire est assez contrasté. D'un côté, la mobilisation nationale est très réconfortante, elle a été très importante et, à vrai dire, très au-delà de ce que je pouvais seulement imaginer. Je n'aurais jamais imaginé disposer d'un tel soutien au niveau national. Et l'écho médiatique a été à proportion. En revanche, l'attitude locale est très frileuse, une attitude que je serais tenté de qualifier purement et simplement de collaboration, eu égard à la dernière proposition qui a été faite, puisque de quoi s'agit-il, sinon de faire en sorte que la liberté d'expression n'existe plus dans l'université d'Avignon. On se doute bien que les gens qui vont être sélectionnés le seront en grande partie par la présidence, et que les messages qu'ils interdiront seront les messages qui contrarieront notre gouvernance, comme on dit aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de la question de la liberté d'expression, spécifiquement à l'université, je crois que cette affaire est tout de même intéressante et singulière, dans la mesure où, et là je pense que c'est un cas exceptionnel, je dirais peut-être pas unique parce que je ne connais pas suffisamment toute la jurisprudence, mais le signalement pour un délit d'opinion a été le fait de mon propre président. C'est-à-dire qu'il a été le fait d'un collègue, ce qui va à l'encontre de toutes les traditions universitaires. Je veux bien admettre qu'on ne trouve pas de texte de loi qui interdise spécifiquement à un président d'université de dénoncer son collègue parce qu'il dit du mal du Premier ministre. Je pense que c'est moralement et éthiquement assez choquant en tout état de cause. Donc ça va à l'encontre de toutes les traditions universitaires qui, en principe, devraient lui donner pour rôle de préserver, de défendre cette liberté d'expression. Ce qui est peut-être encore plus grave, c'est l'attitude du nouveau président